soit ainsi. Mais sachez que cette nuit-là, moins de 24 heures après mon retour, une fois que je me suis résolu à ne pas revenir embrasser mon père, à refermer la porte de sa chambre et à marcher sans but dans les villes désertes pour m'assurer que je resterais éveillé jusqu'à son départ, avançant vers la Tour Montparnasse, remontant la rue Rennes en direction de Saint-Germain-des-Prés, bifurquant vers l'Odéon puis contournant les grilles du jardin de Luxembourg, croisant celles et ceux qui rentraient d'une fête ou celles et ceux qui n'avaient nulle part où dormir, quand j'ai fini par me rendre à l'évidence que la fatigue accumulée ces derniers jours était trop grande, que je ne tenais plus debout, que je n'en pouvais plus. Je me suis allongé sur le banc d'un parc dont j'ai oublié le nom, regardant d'abord le ciel avec l'impression que le vent qui soufflait autour de moi ne soufflait pas que dans ce ciel-là, qu'il cavalait par le monde et s'immisçait dans chaque recoin de l'univers pour siffler dans le vide intersidéral qui sépare les planètes, pensant ensuite à ce qui était en train de se passer à un peu moins de 2 km de là à cet instant précis, fermant enfin les yeux bien malgré moi, et exactement 10 minutes avant de recevoir le message que j'attendais, celui qu'un numéro inconnu allait m'envoyer pour m'annoncer le décès de mon père, à l'instant précis où les lueurs de l'homme ont fini par revenir, je me suis brusquement mise à trembler, les poils dressés, la bouche sèche, le corps secoué par une série de spasmes, et vous n'avez pas besoin de me croire pour qu'il en soit ainsi, mais j'ai soudain ressenti quelque chose que je n'avais jamais éprouvé jusqu'alors, un courant électrique. Il m'a fallu un bon moment pour parvenir à me relever. Je n'étais ni triste ni soulagé. Tout semble terne après avoir vécu ça. Le sol était humide et les boutiques sur le point d'ouvrir. Une voiture est venue se garer devant moi. La ville était rangée. J'ai pris le métro pour rejoindre ma belle-mère chez elle, chez lui, dans cet appartement où le couple avait aménagé l'année des attentats. Elle était en train de sangloter, avachie sur le canapé. Elle a beaucoup pleuré ce matin-là, moi toujours pas. Je dérivais d'une pièce à l'autre, observant ce qu'il convenait désormais d'appeler des reliques. Rien de bien précieux ou tapageur, des chargeurs, des cartes de visite, un oreiller, un rasoir. Pas de photos, aucun souvenir. J'ai fini par découvrir un journal dont je connaissais l'existence mais que mon père ne m'avait jamais laissé ouvrir, dans lequel il consignait tous les livres qu'il avait lus en leur donnant une note sur 20. J'ai souri en remarquant qu'il avait attribué la plus mauvaise évaluation à un ami et la meilleure à mon premier roman. Quand il était paru, j'avais été étonné de voir mon bouquin sur l'étal des best-sellers de toutes les librairies parisiennes, intrigué par l'incohérence de ce succès apparent et des chiffres mitigés que me transmettait mon éditeur. Jusqu'au jour où j'avais surpris mon père dans un magasin en train d'en commander des dizaines de copies et d'en placer d'autres en tête de gondole pour faire ma promotion clandestine. Ma belle-mère m'a demandé comment elle allait faire maintenant. L'hôpital m'a envoyé un mail avec le bien nommé « Kit de la mort » pour me décrire quelle était la marche à suivre. Je suis allé dans la penderie choisir les vêtements réclamés par le thanatopracteur pour habiller le cadavre, hésitant longuement entre une vingtaine de chemises blanches, identiques. Il doit quand même y avoir quelque chose parce qu'en route vers l'hôpital, je ne pouvais pas m'empêcher de regarder le ciel. J'avais beau trébucher, buter sur le rebord d'un trottoir, affronter le son des sirènes et des klaxons, mes yeux restaient toujours rivés sur les nuages. J'imaginais la sortie de son corps avec la terre dessous, la vie derrière. L'ambiance du quartier était pour le moins joyeuse, des enfants se couraient après en rigolant sur le chemin de l'école. Je tenais le bras de ma belle-mère mais nous ne parlions pas. Nous avons compris que nous approchions quand les rues ont commencé à se remplir d'ambulances et de vieillards assis dans des fauteuils que poussaient des personnes racisées. 2 infirmières nous ont accueillis sur un temps administratif, nous demandant d'abord si nous avions bien été prévenus. Oui. Puis nous adressant leurs condoléances. Merci. Après qu'elles nous ont tendu un sac en plastique contenant les affaires du défunt, je me suis précipité dans la chambre que 2 femmes étaient en train de nettoyer. Pendant
que le médecin rédigeait l'acte de décès, nous avions le droit d'aller le voir. Et ce que je vais vous dire pourra vous paraître indécent, mais j'ai eu honte de ne déjà plus vraiment le reconnaître. Je me suis approché pour lui demander pardon. Il ne m'a pas répondu. Son regard était vide, transparent. Je ne m'attarderai pas sur ce qu'il s'est passé ensuite. La peur du cadavre qui se décompose, l'impression de le croiser partout, que sa mort est une fiction, les rêves où il revient et ceux où il étouffe, les décès si nombreux qu'il faut attendre un mois avant les obsèques, la chute d'adrénaline, les soins de conservation, le mauvais goût permanent des pompes funèbres, les familles qui me donnent des envies de carnage, les photos qu'on développe et le discours qu'on écrit, le vertige qui me prend chaque fois que je viens à Paris. Son visage endolori est tellement maquillé qu'il ressemble à une drag queen. Ma mère qui étreint ma belle-mère devant la dépouille. La visite de son bureau qu'on commence déjà à vider. Le choix des invités. Les réponses aux messages puis le jour de l'enterrement. Le silence. Le beau temps. Les kidams qu'on voit tous les 10 ans. Les amis qui ont eu la gentillesse de venir ou l'impolitesse de manquer à l'appel. Le récit des meilleures blagues de mon père. Les lunettes de soleil et les mouchoirs détrempés. Notre seule présence dans les rangs de ses proches, les patrons en costume noir et des syndicalistes en gilets jaunes qui se rassemblent pour toucher le corbillard, la maîtresse de cérémonie qui disparaît le temps d'aller lancer un autre office, les vitraux colorés, et les fleurs partout, ce qu'il a fait, ce qu'il laisse, et puis les gens qui vivent, les gens qui se remettent à discuter de leurs espoirs, de leurs projets comme si de rien n'était, les gens qui ont des choses de prévues, à croire que le monde peut continuer de tourner.